Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la très grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de François Couplan, ethnobotaniste, auteur de nombreux livres sur les plantes sauvages, dont L'herbier à croquer chez les éditions Exuvie. Bonjour François, Bonjour Benjamin. merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à t'intéresser aux plantes sauvages? Ah ouais, je peux, mais il faut remonter loin, tu vois. Il faut remonter à presque trois quarts de siècle là. Moi, je m'intéresse aux plantes sauvages pratiquement depuis que je suis né, puisque ma mère était alpiniste et elle avait une passion pour la montagne, la nature au sens large d'ailleurs. Et on allait passer toutes nos vacances dans le Beaufortin, dans les Alpes. Et puis là, ben voilà, elle me montrait les plantes, on ramassait des champignons, des fraises des bois, des myrtilles et des trucs comme ça. Et moi, je veux dire, c'était un truc tellement normal pour moi que je pensais pas à ne pas m'y intéresser, si je puis dire. C'est juste quelque chose de spontané. Après, je vivais à Paris et quand je vivais à Paris, bon, j'étais passionné par le métro. J'adorais le métro. À 8 ans, je voulais devenir conducteur de métro. Mais finalement, par la suite, j'ai été rattrapé par les plantes parce que ça fait quand même vachement plus de sens. Et c'est une relation, quoi. C'est une relation. Quand tu te rends compte que les plantes sont des êtres humains, des êtres vivants, pardon, pas des êtres humains, ma fourche à languer, mais que les plantes sont des êtres vivants et qu'elles sont partout, qu'il y en a partout, bah, je veux dire, c'est normal d'avoir envie d'avoir des relations et donc de les développer. Et, euh, et je continue. Hmm. Et justement, qu'est-ce qui amène à avoir cette vision? Parce que généralement, je crois que pour la plupart euh, des humains sur la planète, les plantes sauvages sont quelque chose d'inconnu, voire Oui. dangereux, dont on peut avoir peur. Et comment est-ce que justement on peut recréer un lien un peu différent avec la nature et les plantes qui nous entourent? C'est une bonne question. Déjà, poser les choses, oui, pour la plupart des gens, les plantes sont méconnues, et comme elles sont méconnues, elles sont dangereuses. Voilà. Et en plus, notre culture fait que tout ce sur lequel nous n'avons pas de pouvoir direct, donc je parle des plantes sauvages, quoi, passe pour être potentiellement dangereux. Voilà. Donc, ça c'est un fait, ça remonte assez loin. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure si tu veux. Mais comment faire pour changer ça? Pour moi, c'est à la fois très simple et très compliqué. Je veux dire, c'est très simple pour les personnes qui soit n'ont pas d'a priori, ce qui est rare, enfin, ça va être les enfants, soit sont capables de faire un travail sur leurs a priori. Et ça, c'est la plupart d'entre nous. Voilà. Ce travail sur la plupart d'entre nous, ce travail sur nos a priori, il faut qu'il y ait une motivation. Alors, il y a plusieurs motivations possibles. L'une, c'est d'avoir envie de se nourrir de plantes sauvages, par exemple, parce qu'on sait que c'est bon, parce qu'il y a des chefs cuisiniers qui les emploient, parce que c'est la nature, ça peut être tout à fait pratique, parce qu'on a envie de dépenser moins d'argent, de sortir un peu du système ou des choses comme ça. Ça peut être très conceptuel, parce que on trouve que c'est quelque chose qui est à la mode ou que ça va faire du bien, on ne sait pas trop exactement comment, mais on se le dit. Voilà, parce qu'on a lu des livres, par exemple. OK. Donc à partir du moment où il y a la motivation, eh bien, il faut et il suffit de euh, rencontrer les plantes, quoi. Et rencontrer les plantes, ça se fait avec tous ses sens, ça se fait en se posant. Première chose, c'est il faut prendre du temps. Ça, c'est aussi obligatoire. Il faut prendre du temps. Puis après, on se pose, on observe, on touche, on sent, on goûte, on récolte, on cuisine, on déguste. On se dit, ah, c'est bon. On se dit, ah, tiens, là, c'est pas terrible, mais on a l'esprit un peu créatif ou on va chercher ailleurs. Et voilà, on se commence à découvrir tout un monde qui est à notre portée, je parlais des enfants tout à l'heure, qui pour les enfants est juste normal, je dirais. Les enfants, il n'y a pas de réticence.
ils sont prêts à se relier avec ce qui fait partie de leur environnement. Voilà. Et on se rend compte que c'est vachement sympa, quoi. On se rend compte qu'il y a des saveurs fabuleuses qu'on ne connaissait pas. On se rend compte qu'il y a des odeurs super géniales et qu'il y a des trucs qui puent abominablement. Mais voilà, ça crée de la vie, ça crée de la relation, justement. Et c'est ça qui, à mon avis, permet de dépasser ces blocages culturels, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Hmm. Et donc, quel est l'intérêt de se tourner plus vers les plantes sauvages? Qu'est-ce qu'on peut y trouver une plus grande nutrition? Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait dans la vie pour quelqu'un qui a un quotidien assez effréné? Qu'est-ce que ça apporte, cette plus grande Ah oui, connexion? alors, effectivement, il y a plusieurs plans. Il y a d'abord, moi, ce qui sous-tend ma démarche, et depuis que je suis petit, c'est manger les plantes. Manger les plantes, alors qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter voilà, une diversification de son alimentation. C'est sympa pour les papilles quand on sait bien choisir et qu'on sait bien cuisiner. Quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte que d'un point de vue nutritionnel, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour notre organisme, c'est ce qui nous apporte ce dont on a besoin, au-delà de l'alimentation habituelle qui est abondante en glucides, en lipides, en protéines, mais est déficiente en micronutriments, donc vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, flavonoïdes et autres choses du antioxydants et autres, et voilà, et autres. Voilà, donc là, il y a comment dire, quelque chose de concret, quelque chose de palpable, quelque chose de tangible. Le fait que ça fasse du bien d'un point de vue nutritionnel, on met peut-être un certain temps à s'en rendre compte. Il faut un petit peu de savoir-faire, il faut du recul, il faut comment je peux dire, être ouvert à l'expérimentation. C'est quand même une forme d'expérimentation puisque ce n'est pas habituel. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, voilà, tu parlais de gens qui sont toujours en train de courir. C'est curieux d'ailleurs parce que tous les gens, pratiquement, que je connais, sont toujours en train de courir, de tous les côtés. Ouais, bon, et ben ça propose quelque chose qui est inestimable, c'est de prendre le temps. Si tu veux t'intéresser aux plantes, si quelqu'un veut s'intéresser aux plantes, même si quelqu'un veut faire de la cueillette d'une façon correcte, ou simplement observer une plante, il faut se calmer un petit peu. Il faut prendre du temps, il faut se poser. Et après, si on veut vraiment se mettre dedans, se relier avec la plante, si on veut dire ça, il faut calmer un petit peu son mental. C'est une méditation. Ça fait du bien. C'est une méditation active, c'est une méditation sur un sujet, c'est une méditation avec une interaction. C'est pas juste rester assis sur son derrière et puis laisser venir les pensées et puis les laisser partir. Là, c'est observer, c'est découvrir, c'est alors parler, ça se fait pas forcément avec des mots, mais c'est interagir avec un être vivant qui est là, juste devant nous, qui existe et qui sera ensuite intéressant d'ailleurs d'aller mieux connaître, par exemple, en allant chercher des infos sur Internet ou dans des livres, pourquoi pas. Je veux dire, il ne s'agit pas non plus de revenir à un stade pré-informatique, pré-néolithique ou quoi que ce soit, sauf si on en a envie, bien évidemment. Hein. Je veux dire, mais c'est tout compatible. Ce que je veux dire par là, c'est que cette relation avec les plantes, cette découverte du monde végétal en profondeur, eh bien, ça peut se faire tout à fait dans un contexte moderne, normal, branché, tout ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de contre-indication majeure, voilà, à condition de, je le redis, prendre le temps. Voilà. Ensuite, il y a une chose qui est vachement importante, c'est qu'on va commencer à se poser des questions. Si on est quelqu'un de normalement constitué, on va commencer à se poser des questions. On va se demander, par exemple, mais attends, c'est vachement bon ces plantes. Pourquoi est-ce qu'on la consomme pas? Pourquoi est-ce que c'est pas connu? Bon, eh ben, j'ai des réponses. J'ai des réponses. Je les donne, je peux les donner ici maintenant, je les donne dans mes livres, je les donne dans mes stages, je les donne dans mes formations. On explore un petit peu ça. Simplement que l'histoire de l'homme, c'est en gros, et en particulier depuis 10 000 ans, depuis les débuts de l'agriculture, c'est une prise de pouvoir constante sur la nature, une séparation constante avec la nature, par le biais de l'agriculture et le développement d'une société avant tout matérielle.
et qui continue, qui perdure et qui continue à prendre toutes sortes de formes, même d'ailleurs les formes les plus, comment je peux dire, les formes les plus, enfin celles auxquelles on s'attend moins. C'est très souvent quand des personnes qui me disent oh oui, moi j'aime la nature, j'ai un grand jardin. C'est antinomique, c'est pas vrai. Le fait de cultiver un jardin, même si en permaculture comme vous voulez, le fait de cultiver un jardin, c'est une prise de pouvoir sur la nature, de toute façon. Je ne dis pas que ce soit bien, je ne dis pas que ce soit mal, c'est justement une chose que ça nous apprend. Ça, c'est à aller au-delà de la conception du bien et du mal. Sauf qu'il n'empêche que ça nous oblige aussi, si on est honnête, alors tout le monde n'est pas honnête. Ça, c'est sûr. Et beaucoup de gens ne sont pas honnêtes. C'est assez rare, même les gens honnêtes, d'ailleurs, finalement, en fait. C'est assez rare. Mais il y en a, et les gens qui sont honnêtes, eh ben, ils remettent en question leurs croyances. Donc, ça va vachement loin. Ça veut dire qu'on a l'impression de faire des choses bien, bien évidemment. Chacun d'entre nous est le meilleur et en même temps, on s'en veut, on ne s'aime pas, on est très compliqué, évidemment. Mais toujours est-il que quand on se met à se poser des questions, honnêtement, eh bien, on se remet en question. On remet en question son mode de vie. On remet en question sa façon de s'insérer dans la société. On remet en question comment je peux dire, la notion même de société, peut-être d'ailleurs. On remet en question la façon dont on va se relier au monde extérieur. Remettre en question, ça ne veut pas dire, comment je peux dire, ça ne veut pas dire forcément tout quitter et partir vivre tout nu dans la nature. Moi, je l'ai fait à un moment parce que j'étais cohérent avec moi-même quand j'avais une vingtaine d'années. Je voulais vivre vraiment en cohérence avec moi-même, donc je l'ai fait. Je suis parti vivre pendant 10 ans dans les bois aux, aux États-Unis, voilà, en Amérique du Nord, et c'était très bien. Et j'ai rencontré beaucoup de gens d'ailleurs à ce moment-là avec qui j'ai pu partager et avec qui il s'est passé suffisamment de choses pour que je me mette en place pour moi-même, je dirais, et pour les personnes qui en avaient envie, un autre mode de vie, quoi. Voilà, une autre façon de concevoir le monde. Maintenant, je fais partie de la société, cette société existe, je la regarde et je sais que si je veux changer la société, c'est moi que je dois changer pour commencer, voilà. Et ce changement, c'est un truc dynamique. J'arriverai jamais au bout, voilà, j'ai commencé quand je suis né et je terminerai quand je mourrai. Donc je suis dans un processus, mais j'ai conscience de ce processus, j'ai conscience de le faire avec d'autres, et j'ai conscience de le faire non seulement avec d'autres êtres humains, mais aussi de le faire avec d'autres êtres vivants, on va dire, en particulier les plantes, parce que les plantes, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se relier aux plantes que de se relier aux animaux, personnellement. Ne serait-ce que parce que je les mange, elles me nourrissent, que sans elles, de toute façon, je ne pourrais pas vivre. Voilà. Donc, c'est un chemin, c'est un voyage qui peut aller très loin, très en profondeur, mais j'insiste là-dessus, il faut vraiment tout le temps être honnête et vraiment se poser la question de savoir où on se situe, où on en est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on a envie, sans tabou. Et ça demande beaucoup de travail, quoi. Ça demande beaucoup de travail. Et encore une fois, le rapport avec les plantes, je veux dire, avec les plantes, on ne peut pas tricher, quoi. Voilà. Donc, donc, ça se fait pas tout seul, évidemment, parce que c'est beaucoup de travail, et en même temps, ça se fait tout seul, parce que, voilà, c'est pas nous qui menons le monde, au final. Si tu veux, une chose qui me paraît vraiment très importante qu'on découvre en s'intéressant aux plantes et en regardant les choses avec honnêteté, c'est ce que j'appelle la pensée paradoxale, c'est-à-dire le fait de concevoir que deux choses sont vraies en même temps. En même temps. C'est-à-dire que je n'y peux rien sur ma vie, et pourtant, en même temps, je peux tout sur ma vie, et c'est moi qui en suis l'acteur. Et pourtant, en même temps, je dois savoir que je dois complètement lâcher prise et complètement enfin, faire confiance. Voilà, faire complètement confiance. Mais en même temps, cette confiance, ça marche que si moi, je travaille comme un fou à chaque instant. Voilà un petit peu l'idée, en gros, quoi, de Mhm. ce que je crois peut nous apprendre le rapport profond, honnête avec les plantes. Mhm. Et qu'est-ce que t'ont apporté ces 10 ans alors de retraite, coupée un peu du monde et de la civilisation? Qu'est-ce que ça a Alors, apporté en toi?
Ouais, alors j'étais pas tout le temps coupé du monde et de la civilisation parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de rassemblements, on appelait ça gatherings, mais ça se passait toujours dans la nature et toujours avec des gens qui étaient vraiment super branchés et tout. Euh, donc, j'ai pu justement avoir à la fois des contacts très forts avec les plantes et avec la nature, et aussi des contacts très forts avec des gens qui avaient envie euh, de laisser de côté on va dire, leurs préjugés culturels. Ce qui est impossible à faire, bien évidemment, mais encore une fois, c'est la pensée paradoxale, hein. On ne peut pas le faire et pourtant on le fait. On le fait, mais pourtant on ne peut pas le faire. Bon, et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, ce que ça m'a apporté, eh bien, c'est de me rendre compte que l'idéal que je portais en moi, que je visualisais, le monde dans lequel j'avais envie de vivre, je pouvais le créer. Et je pouvais le créer à chaque instant. Et je le fais. Et je le crée à chaque instant. Ça m'en a donné les moyens, comment je peux dire, émotionnels, les moyens psychologiques, spirituels et les moyens pratiques. Voilà. Les moyens pratiques, pour moi, ça a été, d'abord, j'étais obligé de quitter les bois parce que c'était à une époque où, dans l'ouest des États-Unis, il y avait des grandes compagnies forestières qui balançaient comment dire, des pesticides de tous les côtés. Tu sais, je veux dire, on coupe, on rase à blanc, ensuite on plante des conifères, et ensuite on balance du Roundup pour empêcher la végétation arborée des dicotylédones, quoi, qui font de la concurrence aux conifères pour les empêcher de pousser. Donc voilà, il y avait des empoisonnements, il y avait des fausses couches, on ne pouvait pas boire l'eau. Donc il fallait faire quelque chose. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ce que je peux faire, c'est montrer aux personnes de bonne volonté, si on peut dire, aux gens qui en avaient envie, leur montrer qu'il y a une autre façon de se relier au monde et que cette façon de se relier au monde, ça passe par la relation avec les plantes, ça passe par la consommation de plantes sauvages, ça passe par la découverte de la nature, mais pas de la nature telle qu'on la conçoit généralement en disant comme en permaculture, super, je travaille avec la nature, j'ai tout compris. Non, la nature véritable, c'est-à-dire la nature qui pousse toute seule sans qu'on fasse rien du tout, rien du tout. Voilà. Et ça, c'est très, très difficile. Ça, c'est très, très difficile de ne rien faire du tout. Je ne connais pas grand monde qui soit capable de ne rien faire du tout, pour différentes raisons. Déjà, parce que si on veut se nourrir, évidemment, si on veut cultiver des carottes, des pommes de terre et des oignons, ça ne pousse pas tout seul dans la nature, donc il va falloir le faire. Voilà. Donc, mais on conscientise les choses. Par contre, des épinards, de la laitue, des aromates, des machins comme ça, et tout ça, c'est pas la peine. Je veux dire, elles viennent toutes seules, il y en a tout plein. Voilà, il faut connaître, il faut admettre. Voilà. Donc, j'ai décidé, moi, de prendre ma place dans la société que j'avais refusé très fortement pendant de nombreuses années. Je m'en portais d'ailleurs très bien. Mais voilà, ça a coïncidé aussi avec un moment où j'avais envie de faire quelque chose, d'avoir un but dans ma vie, de sentir que je faisais quelque chose d'utile pour l'humanité. Parce que je pense qu'on a tous ce besoin-là, sentir qu'on fait quelque chose qui apporte aux autres. Voilà. Donc, tout s'est mis en place. Et puis après, je suis rentré davantage, je suis rentré en France déjà. J'ai passé un, un doctorat avec Yves Coppens, qui voulait savoir ce que mangeait Lucie. Celui qui a découvert Lucie voulait savoir ce que mangeait Lucie. Donc, il m'a remis le pied à l'étrier dans les études, comment je peux dire, dans les études classiques, conventionnelles. J'ai passé mon doctorat, mais c'est moi qui ai décidé comment faire. J'ai suivi les cours que je voulais suivre, j'ai fait ce que j'ai voulu. Donc, c'est un petit peu ça mon truc, quoi. C'est la société existe, mais voilà, moi, j'ai mes exigences, j'ai mon point de vue, et donc, je m'y insère très volontiers, mais en faisant les choses de la façon qui me paraît juste et en refusant de subir. Voilà. Et j'y arrive très bien. Et j'y arrive très bien. Voilà, j'ai développé mes stages, ça a très bien marché. À force de voir des gens qui venaient, revenaient, qui me disaient, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse continuer à aller un petit peu plus loin. J'ai monté une école, ça fait 14 ans maintenant, collège pratique d'ethnobotanique. Voilà. Et puis, je continue. Et maintenant, on va développer aussi des formations parce il y a une grosse demande de la part du public. Cette demande, il faut l'encadrer. Grosse demande, c'est-à-dire pour mieux connaître le monde végétal. Dans le domaine des plantes médicinales, il y a des choses qui existent. On en pense qu'on veut, mais elles existent.
voilà, dans le domaine des plantes comestibles, il y a rien, quoi. De temps en temps, il y a des gens qui s'empoisonnent, par exemple pendant les stages de survie. Après, du coup, l'État s'en émeut, l'État commence à promulguer des lois qui ne tiennent pas la route. Donc, il faut être actif et il faut se positionner comme des personnes qui ont leur mot à dire et qui peuvent donner des indications concrètes pour qu'on fasse les choses du mieux possible, pour que tout le monde y trouve son compte, c'est-à-dire euh, les personnes qui ont un désir de mieux connaître, la société aussi, les gens qui ont du pouvoir, ma foi, ils ont leur mot à dire, qu'on le veuille ou non, ils ont leur mot à dire, donc il faut pouvoir discuter, négocier avec eux, et puis bien évidemment, au final, les plantes, la nature, c'est pour eux que je me fais le moins de soucis, hein, de toute façon. Je n'ai pas de gros, comment on dit, de gros soucis par rapport au devenir de la planète, je dirais, moi personnellement. Hein. Tu vois, enfin, disons des membres non humains de la planète, globalement. Globalement. Si c'est individuellement, évidemment, bien sûr, on a des tas d'espèces qui sont en train de disparaître, machin comme ça, on le sait bien. Ça, c'est embêtant. Mais globalement, il n'y a pas de souci. Maintenant, d'un point de vue plus général, alors pour les individus d'une part, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut que c'est important que chaque personne sente qu'il fait quelque chose de juste sur Terre, ça c'est une chose. Puis en tant qu'humanité, il me semble qu'on a quelque chose, qu'on a, ouais, je ne sais pas si on peut dire un rôle à jouer, mais en tout cas, voilà, on va dire qu'on a des trucs à faire en tant qu'humanité sur cette planète, et que autant le faire de la façon la plus consciente, la plus honnête, j'aime bien ce terme, et de la plus efficace possible. Mm. Et comment est-ce que tu vois, toi, cette évolution, puisque d- depuis des décennies, d'un point de vue écologique, d'un point de vue de la biodiversité, les choses euh, périclitent, plusieurs choses sont en train de s'effondrer dans notre monde. Et comment est-ce que toi, tu vois l'avenir, toi qui as vu différentes époques et différentes, on va dire, entre guillemets, modes et différentes sensibilités au vivant. Comment est-ce que tu vois les choses pour l'avenir par rapport à l'écologie et la biodiversité? Alors, je vais commencer par reprendre ce que tu as dit. Tu as dit depuis plusieurs décennies. Non, c'est depuis 10 000 ans. C'est depuis qu'on a développé l'agriculture et qu'on a développé des technologies puissantes. Voilà, donc ce n'est pas nouveau. Depuis qu'on a développé aussi une mentalité qui existait forcément, puisqu'elle s'est développée, c'est qu'il y en avait le germe, bien sûr. Hein. Les peuples premiers n'étaient pas, contrairement à ce qu'on pense, à mon avis, des gens peace and love, absolument exempts de toute problématique. Voilà. Donc pour moi, il ne s'agit pas de revenir à des périodes antérieures. En revanche, à partir du moment où on a développé l'agriculture, on a développé de la technologie, où on a développé une civilisation matérielle, là, il est évident qu'on s'est donné, en tant qu'êtres humains, les moyens de tout foutre en l'air. Voilà. Donc maintenant, ça devient de plus en plus évident. On est encore loin du compte. Hein. On est encore loin du compte. On peut continuer comme ça pendant plus longtemps qu'on ne le pense. Voilà. Maintenant, ouais, c'est pas mal, à mon avis. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse les choses de façon un petit peu plus intelligente. Maintenant, il y a un gros problème, si tu veux. Le gros problème, c'est l'être humain. L'être humain a un fonctionnement conditionné par son striatum, par le circuit de récompense, qui fait qu'on jouit. On jouit quand on mange, on jouit quand on se reproduit, on jouit quand on prend du pouvoir, on jouit quand on acquiert de l'information, on jouit quand on peut éviter de faire des efforts. Tout ça, ça fait que effectivement, ça se combine. Par exemple, on développe matériellement du confort, davantage de confort. Quand on a du confort, on ne veut pas revenir en arrière. Et je ne suis pas le dernier. J'ai vécu dans les bois. Je repars volontiers vivre dans les bois s'il le faut. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais faire juste comme ça pour le plaisir. Tu vois, je le ferai, mais je me trouve toujours des tas de bonnes raisons. Par contre, s'il faut le faire, je le ferai parce que je sais que je peux le faire, mais ce sera un peu difficile parce qu'il faudra que je sorte de mon cocon.
tu vois, du cocon, voilà. Et moi, je pense que j'y arriverai parce que j'ai conscience de tout ça, j'ai conscience de tout le processus que j'ai suivi, voilà. Mais la plupart des gens n'ont pas cette conscience, tu vois. Si on voulait véritablement, et on en parle beaucoup en ce moment, évidemment, tu vois, enfin, je veux dire, c'est flagrant, si on voulait avoir moins d'impact, bah, bien évidemment, il faudrait diminuer notre consommation d'énergie. On voit bien que personne au sens large, j'entends, veut comment dire, diminuer sa consommation d'énergie. Je veux dire, personne ne veut arrêter de donner des millions et des milliards à Poutine en échange de gaz, malgré toutes les bonnes volontés. Voilà, alors sur le papier, oui, dans la pratique, ben non, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Tu sais, je vois quand même beaucoup de gens qui ont envie de changer le monde, etc., des trucs comme ça. Bon, très honnêtement, ils n'ont pas du tout envie de. Alors, il y en a qui laissent tomber leur voiture, mais bon, il y a quand même toujours les transports en commun, on peut quand même toujours se déplacer, tu vois. Bah, manger, bah oui, manger, on mange quand même de toute façon plus que selon nos besoins. On a envie d'avoir Internet, on a envie d'être connecté, on a envie, regarde ce qu'on est en train de faire en ce moment, on en est un exemple flagrant, toi et moi. Voilà. Donc, je vois énormément de contradictions. Voilà. Énormément de contradictions. Donc, tant qu'il y a. Et puis, alors, les contradictions, pour moi, ce n'est pas forcément un problème majeur, tant qu'on en est conscient, tant qu'on l'admet, tant qu'on le regarde en face, tant qu'on est capable de se dire, bah oui, je suis un tissu de contradictions parce que je suis un être humain. Tu vois. Ce qui est beaucoup plus gênant, mais vraiment beaucoup plus gênant, ce sont les gens qui croient à ce qu'ils font. Et en particulier les gens qui sont bien pensants. Et ça, des gens qui sont bien pensants, t'en trouves dans l'ancien monde, mais t'en trouves un paquet dans le nouveau monde. Et la bien-pensance, c'est ça qui nous tuera, quoi, tu vois. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que demain, de toute façon, demain, moi, j'y pense pas, demain m'intéresse pas parce que demain n'existe pas. Moi, je vis dans le moment présent, donc je me base sur. Le passé m'intéresse parce que le passé est passé, le passé existait, et le passé me permet de comprendre le présent, effectivement, pour préparer l'avenir. Mais préparer l'avenir, je prépare sans y penser, sans y croire, puisqu'il n'est pas là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait. J'ai plein d'hypothèses, bien évidemment, mais je n'en privilégie aucune par rapport à l'autre. J'ai absolument aucune angoisse par rapport à demain et j'ai absolument aucun espoir par rapport à demain. Donc, ça me permet d'être libre. Déjà, c'est une chose. Parce que ce qui m'importe, c'est d'être aussi libre que je peux l'être sur cette planète. Et là, pour ça marche bien. Voilà. Pas d'angoisse, pas d'espoir, c'est bien. Donc, mais par contre, je vois des choses et je vois que si on croit à ce qu'on professe, si on croit à des concepts, si on croit à des théories, si on croit qu'on a raison et que les autres ont tort en plus, ça sent mauvais, quoi, tu vois. Ça sent mauvais, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas bien se passer. Pas oublier cet adage qui est malheureusement trop souvent vérifié, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est ça qui m'inquiète, si tu veux. Ce sont les bonnes intentions qui sont professées à l'heure actuelle par des gens super chouettes. Tu vois. Je veux dire, les politiciens, ça va, on sait, on a débugué. Tu vois, j'ai pas besoin de faire du complotisme pour savoir que tous les gens qui font de la politique, tous les gens qui ont du pouvoir veulent davantage de pouvoir. J'ai pas besoin de savoir que les gens qui sont au pouvoir vont évidemment euh, travailler pour les gens qui ont davantage de pouvoir que pour ceux qui n'en ont pas, donc pour les riches que pour le peuple. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est une évidence, c'est un acquis, il faut le savoir, il ne faut pas se traumatiser là-dessus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Je pense que dans notre monde actuel, pour le moment, dans notre monde occidental actuel, on peut encore faire quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, on peut parler comme on parle là maintenant. Ce n'est pas vrai partout dans le monde. Donc déjà, ça, c'est une chose que j'ai vraiment envie d'éviter. J'ai envie de me retrouver ni en Russie, ni en Chine. Voilà. Ça, c'est très clair, quoi. Là, je ne sais pas ce que je ferais si je suis quand même très content que l'extrême droite ne soit pas passée, parce que les choses se passent de façon insidieuse. Voilà. On garde quand même donc une certaine marge de manœuvre. Donc maintenant, nous, en tant que personnes qui voulons changer le monde, bien sûr,
il faut qu'on soit vachement, vachement prudent et qu'on fasse constamment notre examen de conscience et qu'on arrête de critiquer les autres pour commencer. Voilà. Il n'y a pas les gentils, il n'y a pas les méchants. C'est pas vrai. Moi, tu vois, Monsanto, alors Monsanto, c'est comment je peux dire, c'est un exemple, évidemment, c'est pour ça que je le prends, mais c'est devenu, comment je peux dire, un monstre, c'est devenu une chose. Mais il ne faut pas oublier qu'à Monsanto, il y a des gens. À Monsanto, il y a des gens, il y a des gens, il y a des dirigeants, il y a des actionnaires, que ces dirigeants et ces actionnaires, ils veulent aussi faire les choses au mieux pour eux. On est d'accord, mais ils veulent aussi faire les choses, enfin pour eux, pour leur famille, pour les gens de leur milieu, pour leur conception du monde. Il ne faut pas oublier ça. Pour moi, on ne peut pas les critiquer de façon globale et générale en disant il faut les éliminer. Certainement, il faut les éliminer, mais il faut plutôt qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes parce qu'ils prennent conscience de la problématique. Donc, mais voilà, je pense avoir dit l'essentiel que je pensais vouloir dire pour répondre à ta question. Mm. Et toi, justement, qui as fait énormément de choses dans toute ta vie, que ce soit cette école, tous ces livres, ces voyages, etc., comment est-ce que tu t'es guidé là-dedans pour suivre ce que tu aimais, faire ce qui faisait du sens pour toi, en réussissant à euh, rester connecté de manière positive à la société et ne pas la subir? Oui, alors c'est très simple, hein. C'est très simple pour répondre à ta question. C'est comment est-ce que je vais dire ça pour justement le dire de façon simple, parce qu'en fait c'est très complexe. Voilà. Mais je dirais c'est toujours faire confiance et ne jamais faire de compromis. Tu vois, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir peur de mourir. Tu vois, je suis prêt à mourir à chaque instant. Là maintenant, si je meurs content. Tu vois, je meurs volontiers. J'ai même préparé mon testament, ma succession, tout ça, tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est bon. Et pour moi-même, je n'aurai pas de sentiment de perte. Enfin, c'est ce que je pense maintenant. Après, je ne sais pas. Mais tu vois, je pense que c'est la seule solution. Il faut être prêt à tout perdre à chaque instant. Donc à ce moment-là, tu n'as pas de peur et tu fais confiance. Et ça marche super bien. Donc c'est en ce sens que je dis que c'est très simple. Évidemment, arriver là, c'est peut-être, pour certaines personnes, c'est peut-être un peu difficile, quoi. Il ne faut pas avoir peur, quoi. Il faut être prêt de perdre ses enfants, sa famille, son job, son compte d'épargne, sa santé, tout, tout. Tu vois, et pas pour quelque chose. Et de rien faire dans un but. Ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qui est important. Et pas je crois, je sais qui est important, même fondamental, et qu'il faut que je le dise, parce que ça, c'est ne pas avoir de but. J'ai aucun but dans la vie. Aucun but. Je vis pas la notion de temps, je suis là dans ce que je vis maintenant. Donc je sais qu'après, voilà, je vais partir, je vais prendre la voiture, aller chercher l'itinéraire, machin et tout. D'accord. Mais j'ai pas de but, quoi. Tu vois. Donc ça soulage vraiment beaucoup et je crois que ça permet de garder la cohérence, justement. Tu vois. Sinon, on part dans toutes sortes de choses de tous les côtés. On vit constamment dans des contradictions qui nous bouffent la vie. Euh, et ça fait du bien à personne, ni à soi, ni au monde. Et justement, ce qu'on disait juste avant, c'est toutes ces contradictions dans le monde, la société. Pour toi, il suffit de tracer son chemin sans faire de concessions et en faisant ce qui nous tient le plus à cœur. Et si chacun fait un petit peu de ça, on arrivera vers quelque chose de peut-être plus vertueux dans l'ensemble. Alors, tout d'abord, une chose qui est importante, parce que j'aurais peur qu'on ne comprenne pas et qu'on pense que on reste dans son monde et on fait son truc. C'est pas du tout ça. Il faut être en même temps constamment ouvert aux autres, mais aux autres, attention, à tous les autres. Tu vois, c'est aussi bien les plantes, les animaux, les roches, les kami. Les kami, c'est les esprits au Japon, ils sont animistes. Les montagnes, enfin, etc. Il faut constamment rester ouvert à ça en même temps. Ce n'est pas du tout une fermeture. C'est simplement, c'est au contraire une ouverture en se rendant compte que, eh ben, on est dépassé par tout ça et qu'en même temps, on est tout ça.
Donc, c'est une prise de conscience qui est quand même assez vaste. Tu vois. Ça, c'est une chose. Voilà. Et ensuite, pour reprendre ce que tu disais, je te dis, je ne crois pas du tout à la vertu, je ne crois pas du tout qu'il y a un monde vertueux qui puisse exister. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres mondes que le monde dans lequel je vis actuellement qui existe. Tu vois. Mm. Mais ce monde, il ne tient qu'à moi de le rendre vertueux maintenant. Mm. Le travail, il n'est pas pour plus tard, tu vois. C'est le réchauffement climatique. Oui, bien sûr, il faut sans doute faire tout ce qu'il faut contre, et peut-être que dans 50 ans, on aura gagné seulement 5 degrés au lieu de 15. Oui, c'est possible, mais c'est là, maintenant, tout de suite, qu'il faut faire les choses, tu vois. C'est pas avec les COP, les Grenelles, les machins comme ça, et toutes ces déclarations de bonnes intentions qu'on fera, à mon avis, qu'on fera quelque chose d'intéressant. Mm. C'est chacun maintenant de prendre la décision de dire, ben voilà, je fais vraiment de mon mieux en toute honnêteté et je laisse tomber mes peurs, je laisse tomber mes craintes et je fais ce que je sens vraiment profondément, tu vois. Là, oui, effectivement, on peut, si tu veux, hein, comment dire, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avoir un même langage, on peut dire que oui, je pense que ça, c'est quelque chose de vertueux, effectivement. Mm. Effectivement, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Et tu parlais de cette relation justement aux différents éléments, aux différents règnes, végétal, animal, aux autres humains, cette connexion-là avec la vie, les éléments, euh, comment est-ce qu'on la retrouve? Si tant est qu'on l'ait perdu, tu parlais au début du podcast qu'à un certain Mm. moment, on l'avait perdu. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur quand on l'a perdu et comment peut-être, selon toi, maintenant, on pourrait se reconnecter à tout ça? Oui, oui, bien sûr. Bah, on l'a perdu d'un point de vue culturel en développement une civilisation qui est basée uniquement sur les créations humaines, sur la création humaine. C'est-à-dire que tout ce qui est fabriqué par l'homme, tout ce qui est produit par l'homme a de la valeur, tout ce qui est produit par la nature n'a pas de valeur. Et c'est toujours comme ça actuellement, bien sûr, même si parfois ça prend l'effet inverse, hein. Euh, Parce que voilà, les choses bougent, mais globalement, euh, comment je peux dire, c'est un peu compliqué parce que c'est paradoxal, là, justement. Mais en gros, jusqu'à l'époque romantique, on va dire, tout ce qui était créé par l'homme était d'essence divine et tout ce qui n'était de la nature devait être transformé par l'homme pour acquérir cette essence divine. En gros. Raison, par exemple, pour laquelle, au Moyen Âge, on a abandonné la consommation de plantes sauvages pour s'axer uniquement sur les légumes cultivés. Alors, sur l'animal, sur la viande, parce que c'était plus valorisé que le végétal, mais sur ce qui était cultivé plutôt que sur ce qui était sauvage. Tu vois. Et on en est toujours là à l'heure actuelle. On préfère la viande parce que c'est meilleur, mais c'est surtout une question de statut. Tu vois, ça donne un statut supérieur. Le végétal procure un statut inférieur. Et puis, le cultivé par rapport au sauvage. Regarde tous les gens qui veulent changer le monde. De quoi ils parlent globalement? C'est l'agriculture. C'est toujours l'agriculture. On est toujours dans un monde agricole, on est toujours dans une civilisation agricole. Or, l'agriculture, par définition, c'est la modification de la nature pour imposer la loi de l'homme dans le domaine de la production végétale et animale. Il faut être honnête, la permaculture, c'est ça, l'agriculture biologique, c'est ça, etc., malgré tout ce qu'on peut en dire. Tu vois. Après, ce sont des périphrases, généralement. Voilà. OK. Euh, il le faut, manifestement, si on veut maintenir notre société et notre niveau de confort et notre nombre d'habitants, manifestement, il le faut. Je n'ai pas de souci avec ça, moi. Je préfère que ce soit effectivement du bio, plutôt du bon, vrai bio, bien senti, plutôt que de l'agriculture avec des tas de cochonneries, machin, qui produit énormément et pour laquelle on coupe des forêts. Ok, d'accord. Mais n'empêche que le moindre petit jardinier bio, permaculteur et tout ce que tu veux, qui cultive ses légumes, bah, il le fait au détriment de la nature, de toute façon. Alors, il peut trouver sa rédemption dans le fait d'accueillir, par exemple, les plantes sauvages dans son jardin. Tu vois. Au lieu de dire, oh, je t'ai pas mis là, t'es une intruse, je t'arrache. Je te mets au compost quand même. Maintenant, évidemment, les gens bien, ils mettent plus du Roundup. Ils arrachent, ils mettent au compost. D'accord. C'est quand même tuer une vie. Mais c'est pas tellement tuer une vie, c'est surtout ne pas reconnaître la vie qui est là.
Tu vois. Alors, moi, ma proposition, depuis bien longtemps, elle est là, ça s'articule de cette façon-là. C'est, ah, super, vous avez des plantes qui viennent dans votre jardin, c'est des mauvaises herbes. Ok, mais ces mauvaises herbes, en fait, c'est des bonnes herbes. Vous pouvez les récolter, vous pouvez les manger, vous pouvez vous soigner avec, c'est génial. D'accord, c'est un langage qui parle. Et manifestement, il y a quand même pas mal de gens qui s'y sont mis. C'est bien, très bien. C'est qu'une première étape. Là où il me semble important d'en arriver, c'est de dire, ah tiens, toi tu es là, ah bah qui es-tu? Je te reconnais. Alors on peut, et je pense que c'est bien, moi c'est ce que je fais, utiliser les moyens, comment je peux dire, scientifiques, tu vois, modernes, qui font qu'on va identifier la plante, qu'on va la reconnaître, qu'on va savoir comment elle fonctionne, qu'on va s'y intéresser, pas seulement pour son intérêt pour nous, mais pour s'intéresser à elle en tant qu'elle-même, et qu'à un moment, on en arrive à un stade où on est capable de dire, bon, bah alors, t'es pas comestible, t'es pas médicinal, t'es même toxique, mais je vais te laisser là parce que tu es là. Quand on arrive à faire ça, eh ben là, déjà, on peut regarder, à mon avis, l'avenir avec plus de sérénité. C'est simple, c'est hyper difficile. Je connais pas grand monde qui est capable de le faire. Tu vois. Mm. C'est pour ça que j'ai une école, c'est pour ça que j'ai des stagiaires, c'est pour ça que je suppose j'ai des lecteurs de livres aussi, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens que je rencontre et qui réussissent à faire ça. Mais ça demandait un sacré travail, tu vois. Mm. C'est pas spontané du tout dans notre culture, même dans notre contre-culture. Mm. Et est-ce qu'on pourrait vivre, selon toi, quasiment uniquement de la cueillette dans des pays en milieu tempéré comme la France ou à ce niveau-là? Ou beaucoup, beaucoup plus Alors, alors euh, oui, on pourrait vivre que de cueillette à certaines saisons, dans certains endroits. En été, en montagne, aucun problème. Région méditerranéenne, hiver, printemps, aucun problème. Littoral, un peu tout le temps, aucun problème. À condition qu'il n'y ait pas 70 millions d'hexagonaux qui aient la même idée en même temps. Donc voilà, donc il y a des trucs. Voilà. Donc oui, ce serait possible. Voilà, je ne suis pas absolument persuadé d'en voir l'intérêt d'une façon générale et globale. En tout cas, moi, personnellement, je suis très content qu'il y ait des gens qui cultivent, qui élèvent, qui fassent des bons... Je leur achète des oignons et de l'ail, je leur achète de la laitue parfois, je leur achète du fromage, et j'en suis très heureux, ou du vin, et je suis très heureux qu'ils fassent ces choses-là bien. Ils sont certainement des gens très bien aussi. Tu Mm. vois. Mm. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, je ne voudrais pas tomber dans l'extrême, parce que je pense que ce serait un extrême qui consisterait à dire nourrissez-vous. D'ailleurs, je ne dis pas quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait. Je n'utilise pas l'impératif, hein. Mm. Je fais des propositions, on les suit ou on ne les suit pas, Mm. hein. Après moi, le déluge, si j'ose dire. Mais toujours est-il que, oui, il y a des gens qui le font, hein. Il y a quelques personnes comme ça qui ont fait ces expérimentations et qui en ont tiré quelque chose d'extraordinaire pour eux-mêmes. Mm. J'en parle avec eux et ouais, ça leur a fait vraiment quelque chose. Donc, s'il y avait plus de personnes qui avaient envie de faire cette expérience, si on veut dire ça comme ça, ensuite, je suis sûr que ça leur permet ça leur remet les idées plus en place dans une vie, pour développer une vie, comment on va dire, une vie équilibrée, une vie où il y a un maximum de paramètres qui soient optimaux. Mm. Ouais, je partageais cette question, c'est pour voir un peu l'étendue du champ des possibles, en fait, de prendre conscience de cette abondance qu'on trouve dans la nature sous ses différentes formes. Si tu veux, tu vois, Benjamin, moi, ce que je vois davantage et ce que je pratique, hein, c'est avoir un petit peu de plantes cultivées, avoir des contacts avec des gens qui cultivent et qui font des choses bien et qui en plus aiment ça et qui en plus ont de bons rapports avec leurs mauvaises herbes. Pour moi, c'est important ce Mm. truc-là, tu vois. Et puis compléter par de la cueillette selon les endroits, selon les saisons, pour mon plaisir, pour mon bien-être, pour ma santé. Mm. C'est une chose, j'ai 72 ans, ça commence à, tu vois, compter un petit peu. Mm. Euh,
Et puis même, enfin, je veux dire, même si tu as 20 ans ou 10 ans, c'est pareil, ta santé, c'est ta santé. Je veux dire, Mhm. c'est fondamental. C'est la base de la liberté quand même, ça. Voilà. Euh, et donc, voilà, encore une fois, trouver un équilibre entre ces deux choses, de même dans les autres aspects de la vie, trouver un équilibre entre la simplicité, entre, ben, ma foi, le fait d'avoir Internet, si on veut d'avoir Internet, mais ça veut dire qu'il faut tout accepter. Il faut accepter les antennes relais, il faut accepter que bientôt on aura la 5G, il faut accepter aussi toutes ces choses-là, tu vois. Donc, ça veut dire pouvoir se positionner de façon, je ne sais pas comment dire, positive entre ce qui nous semble vraiment indispensable et ce dont on a envie et qui donc nécessite un certain nombre de, comment je peux dire, d'acceptation, hein, d'atteinte à l'environnement, on va dire, d'atteinte à notre liberté aussi, parce que je veux dire, hein, quand tu utilises Google ou tous les réseaux, quels qu'ils soient, de toute façon, tu sais très bien que tu fais vivre du monde par derrière dont tu n'aurais pas forcément envie, mais si, c'est à ce prix. C'est à ce Mhm. prix. Et avoir cette profonde acceptation des choses, cette tolérance en fait envers chaque chose qui vit. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans la lecture de ton livre L'herbier à croquer, c'est aussi cette conscience lorsqu'on récolte, c'est-à-dire quand on récolte, se poser certaines questions avant de récolter par Bien rapport sûr. à est-ce que la Mm. plante est très présente? Mm. Si oui, alors peut-être que je peux en prendre. S'il y en a très peu, ben non. Et si, voilà, en fait, toutes ces questions-là aussi, de par exemple, quand on prélever un bout de la plante pour la laisser en vie, toutes ces choses-là qu'on n'apprend jamais, où on peut se croire un peu tout puissant avec la nature, comment est-ce qu'on peut recréer ce lien d'harmonie où en fait chacun prospère avec le Bon, moins de violence et le plus de conscience? ça, Benjamin, je crois que c'est encore très simple. C'est vraiment une question de pratique. Au début, tu vas te dire, ouais, il faut que j'en ramasse beaucoup, il faut que j'en ramasse beaucoup. Greed, comme on dit en français. Ah, mais tout le monde parle franglais maintenant, donc c'est ce que je veux dire. Donc, cette envie d'en avoir toujours plus, c'est notre striatum. Ok, très bien. Bon, tant qu'on en. Mais par contre, il faut en être conscient. Tu vois. Et puis, au bout d'un certain temps, on se rend compte, mais attends, j'ai pas besoin d'en cueillir plus que ce que j'ai là, puisque de toute façon, il y en a toujours davantage. Développer cette notion de confiance, oui, cette notion de confiance. Et aussi, ça va avec une notion de gratitude, tu vois, être capable de dire merci. Ça, c'est vraiment important, être capable de dire merci chaque fois que tu as fait une récolte, ou chaque fois pour quoi que ce soit. Je veux dire, au début de ta journée, tu dis merci, à la fin de la journée, tu dis merci, pendant la journée, tu dis merci. Quand tu prends l'habitude de dire merci et que c'est vraiment du senti, hein, pas juste du- de la frime, évidemment, eh ben, ça change drastiquement les choses. Vraiment. Donc à ce moment-là, à partir du moment où tu remercies, tu ne peux pas trop prélever. En fait, c'est prendre conscience aussi que tout ce qui est là n'est pas là par hasard et que chaque plante, chaque Ouais. être végétal ou chaque être vivant a un sens. Et, euh, et du coup, ce sens-là qu'on peut peut-être ne pas comprendre d'un point de vue mental ou d'un point de vue humain a un sens peut-être sous d'autres aspects, que ce soit le sol ou tellement de choses. Et c'est garder en fait toute cette gratitude-là et cette présence, cette conscience un peu tout le temps. Et je pense que ça permettrait peut-être de changer pas mal de choses dans nos quotidiens et dans notre vie avec la nature. Oui, ça s'appelle de la connaissance, ça s'appelle de la conscience. Ce sont des vertus fondamentales pour qui veut se sentir au mieux dans la vie, il me semble, hein, et justement. Mais en même temps, c'est un travail politique en même temps, en sens où cette connaissance, cette conscience, ben, il faut pouvoir la transmettre. Forcément, forcément, il est plus facile de gouverner des gens qui n'ont pas de conscience et qui n'ont pas de connaissance. Donc, nous, en tant que citoyens, on a des rôles importants à jouer par rapport à ça, hein. Alors, je parle de la politique et donc là, je mets l'accent sur les autres, mais je veux dire pour soi-même en même temps, c'est aussi une question de politique personnelle. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile pour soi-même d'être inconscient, de refuser de voir les choses euh, que de faire un travail d'apprentissage, un travail d'ouverture
de l'esprit et du cœur par la même occasion. On en parle beaucoup, mais ce n'est pas si simple que ça à faire, ça demande vraiment du travail. Voilà. Donc, à tout niveau, que ce soit extérieur ou que ce soit intérieur, c'est un boulot à faire. Enfin, la conscience développe la conscience, hein. Il faut commencer quelque part. Hmm. Si tu avais un conseil à donner avec tout ce qu'on vit aujourd'hui aux jeunes générations, ce serait lequel? Ah ben, je leur dirais, apprenez à lire le français parce que mes livres sont écrits en français, lisez mes livres, venez suivre mes stages. Non, mais bien sûr, non, mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Mais si j'ai un conseil à donner, moi, j'ai pas la prétention de pouvoir donner de conseils à qui que ce soit. Mais si je veux dire quelque chose, c'est soyez présent, quoi. Soyez présent. Soyez présent. Et si vous êtes vraiment présent là où il y a des plantes, bah, vous serez présent aux plantes et puis toc toc, il va se développer quelque chose. Mais ouais, essayez de sortir de votre monde trop artificialisé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Essayez de vous mettre dans un contexte où vous vous trouvez avec des êtres vivants qui ne soient pas des êtres humains. Ça, c'est vachement important. Soyez capable de sortir de l'esprit grégaire qui fait qu'on se regroupe tous et qu'on considère tout ce qui n'est pas nous comme dangereux. On considère que ce qui est nous est dangereux aussi d'ailleurs, et c'est pas toujours faux. Mais voilà, c'est regarder le monde avec confiance et ouverture. Ouais, je pense que je pourrais dire ça comme ça. Tu vois. Hmm. Bien, merci. On arrive vers la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce Ah. message? À l'humanité? Oui. Oh, bah, moi, je dirais réveillez-vous un peu, quoi. Réveillez-vous un petit peu, et puis voilà. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes, quoi. C'est la même chose, tu sais. Hmm. C'est, c'est ça. Ouais. Ayez confiance et puis relevez vos manches, regardez-vous dans la glace et faites ce qu'il y a de mieux, parce que l'humanité, c'est vaste, hein, quand même. C'est vaste dans l'humanité. Il y a un petit peu tout, mais ce qui manque le plus, encore une fois, je pense, c'est euh, le fait ouais, je dirais responsabilisez-vous, quoi. Vous ne pourrez rien avoir que vous souhaitez sans vous responsabiliser. C'est juste pas possible. Donc, souvenez-vous que s'il y a quoi que ce soit qui vous déplaît dans le monde, où que ce soit, c'est vous. C'est vous. C'est à vous de vous regarder bien en face et de vous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Avec honnêteté. Je pense que, je pense que c'est ça, parce que c'est un message qui s'adresse à chaque individu, qui soit dirigeant d'une entreprise, qui soit président de la République, qui soit élève de primaire, qui soit mère de famille. C'est ça, quoi. Laissez tomber vos croyances, laissez tomber vos croyances, laissez tomber vos croyances et sachez que c'est vous qui avez le pouvoir de faire ce qui est juste, quoi. Hmm. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Ah, Euh, ma foi. C'est vache ta question, hein, quand même. Moi, j'adore. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à découvrir tes nombreux livres, dont L'herbier à croquer, où vous trouverez de très nombreuses plantes sauvages comestibles et abondantes, nourricières et nutritives. Vous trouverez dans la description du podcast tous les liens vers les différentes activités de François que je vous recommande vivement et que je vous invite à découvrir. Vous trouverez également un lien pour soutenir financièrement le podcast et soutenir la plantation de forêts comestibles. Encore un grand merci François pour cet échange Bah écoute, c'était un plaisir, Benjamin, vraiment, c'était bien. et à bientôt pour un prochain podcast.